dois me mettre dans le personnage. Ah, bah c'est facile, tu as du phishing, tu mets de la 2FA, etc. Oui, etc., oui. etc. Sinon, on fait original pour embêter le producteur, on regarde chacun cette caméra. On tourne la tête tout le temps quand on veut parler à quelqu'un. Bonjour Yann. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir boire un spritz avec nous. Tu es co-dirigeant, cofondateur de la société Arcanite à Puydou. Oui. Et puis aujourd'hui, on t'a invité pour discuter ensemble de tout ce qui concerne le stockage, la protection des données en Suisse, qui est un gros sujet, surtout en ce moment. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un spritz ensemble. Pendant qu'on fait ça, tu peux volontiers présenter les activités de ton entreprise, qu'on en sache un petit peu plus. On fait ça, ça marche. Parfait. Alors, on t'écoute. Du coup, je m'appelle Yann Beau. J'ai co-créé Arcanite il y a quelques années avec des collègues. C'est des gens à qui on s'est rencontrés au travers de notre parcours universitaire, principalement autour des PFL. Et on a décidé de vouloir faire une société de service avec pas une très grande idée au début, mais en fait de vouloir mettre nos compétences ensemble pour pouvoir faire quelque chose. On n'avait pas une idée très précise. Gentiment, on savait que par contre nos compétences étaient complémentaires. Du coup, on s'est dit faisons quelque chose, on verra où ça nous mène. Et en fait, de mandat en mandat, via notre réseau, via les différentes personnes qu'on connaissait, on a pu créer Arcanite en faisant ce qu'elle est aujourd'hui. Et on a fini par se spécialiser dans, je dirais, 4 domaines qui sont venus un peu naturellement de par les compétences qu'on a, que mes collègues ont, puis que les gens qu'on a engagés ont, qui sont, un premier qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie hosting. On fait beaucoup d'hosting aujourd'hui, c'est, je dirais, presque un peu moins d'un tiers des gens qui sont employés chez nous travaillent autour de ça. On a une autre partie qui est tout ce qui est le développement web, donc on fait du développement de solutions spécialisées d'applications web, ce qu'on appelle plutôt du software engineering chez nous, et donc on ne va pas faire le site web plutôt marketing ou commerce, où ça on laisse plutôt des agences web, mais plutôt des développements d'applications un peu plus complexes. Mais tout est porté sur du web aujourd'hui, donc c'est ça qu'on fait. On a 2 autres spécialités qui sont tout ce qui est, nous on appelle ça plutôt tout ce qui est machine learning, image processing, ce genre de choses-là, qui est maintenant mis dans le mot bateau intelligence artificielle, il y a un peu de tout dedans, et on a des gens qui sont très spécialisés dans ce domaine-là. On a le dernier domaine qui est tout ce qui est le data, qui est aussi un sujet un peu lié au hosting aujourd'hui, et tout ce qui est la partie traitement data analysis. On fait beaucoup de data engineering, c'est-à-dire mettre en place les data, les hoster, mais aussi les préparer pour qu'elles soient là pour les data scientists dans le cas de grosses entreprises, ou même on fait de la data science nous-mêmes, c'est-à-dire que quand on a des milliards de données, c'est un travail en soi d'arriver à les exploiter, etc. Et on fait aussi ça pour qu'on puisse mettre ces données à disposition du management, des équipes techniques, etc. Ça peut être un peu dans tous les domaines, que ce soit des domaines très techniques ou des domaines plus décisionnels. Le but étant d'agréger, d'organiser et de structurer des datas. Super. Je te propose qu'on traque. Yes, les merci. spritz sont servis à la Santé, tienne. merci. Santé. Tu as parlé des collaborateurs. Arcanite, c'est une entreprise qui vend des services informatiques en Suisse. Oui. On sait qu'actuellement, il y a une pénurie sur le marché du travail pour tout ce qui est du domaine de l'informatique. Il y a aussi une guerre des talents, comme on appelle ça. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises suisses qui sont tentées ou amenées à délocaliser. Est-ce que c'est votre cas? Comment ça se passe chez vous? Alors nous, on a fait un choix, on va dire, assumé d'avoir tout le monde qui est on va dire, à Puydou. Enfin, les gens font un peu de remote, parce qu'ils ont des jours de remote, mais c'est que des gens de la région, enfin de la Suisse en tout cas, on va dire, sûrement, même principalement. Et par contre, on veut des employés qui soient là. On n'a pas fait de développement outsourcé dans d'autres pays, tout ce qui est d'offshore et autres. C'est pas des choses qui nous intéressent. Alors c'est un coût. Du coup, nos clients disent des fois vous êtes un peu plus cher que si je demande à telle boîte ou telle boîte, surtout dans des plus grosses entreprises en Suisse assez connues dans le développement. Mais après, pour qu'on ait pas mal ces sociétés-là, certaines elles ont du bureau à Singapour, d'autres elles sous-traitent certains projets. Voilà, nous on voulait travailler nouveau, il y avait ce côté très humain, cette échelle humaine, où on voulait travailler avec des collègues, etc. Puis on a eu quelques expériences de projets où on a dû, c'est pas tellement qu'on a outsourcé, mais on a dû travailler avec des autres équipes, etc. Des fois ça peut être compliqué. C'est compliqué à collaborer, c'est beaucoup plus de choses en ligne, etc. Nous, on voulait quand même garder ce côté, on peut se voir facilement s'il faut en vrai. Ça n'empêche pas de faire des zooms de temps en temps ou vidéoconf, mais c'est quand même agréable. Et surtout,
Ça amène, à mon avis, aussi une certaine qualité. C'est des fois plus agréable et des fois des gains de temps et moins de frustration si on a un collègue qui est là, puis on peut dire, on se pose 5 minutes et on regarde un truc ensemble, plutôt que s'il doit organiser un call, le personnel est décalé, mettons 6 heures, etc. Quand on parle de délocaliser à l'étranger, ça ne concerne pas que la force de travail. Bon. Vous êtes actif dans les services d'hébergement, Oui. services cloud. C'est aussi un thème dont on entend beaucoup parler. Les entreprises, quand elles ont besoin d'héberger des données, la question c'est est-ce qu'on va héberger en Suisse, est-ce qu'on va héberger à l'étranger. J'imagine que c'est une question de coût, mais pas que. Oui. Comment ça se passe à ce niveau-là? Le coût d'héberger en Suisse est forcément un peu plus élevé. À nouveau, le data center, le prix du mètre carré, tout ce genre de choses-là sont un peu plus chers. L'électricité, ça va encore, mais pas mal de coûts. Et surtout, nouveau, un hébergement, c'est pas de la magie, c'est nouveau des ingénieurs qui vont gérer des serveurs, etc. derrière. Nouveau, si les ingénieurs sont en Suisse, ils vont coûter plus cher. Et ce sont quand même là qu'est une grande partie du coût. Si c'est pas tellement de matériel, je dirais qu'acheter un serveur à 100 000 francs en Suisse, en France ou ailleurs, ce sont des gros groupes, c'est un peu plus cher en Suisse, mais pas beaucoup. C'est vraiment pas ça qui est significatif. Et donc du coup, c'est ces coûts-là qui se reportent. Donc oui, c'est un peu plus cher la Suisse, mais principalement, je trouve, en tout cas dans notre expérience à nous, on est une petite entreprise, c'est vraiment la côté en fait, des employés qui font un salaire suisse et du coup qui font que les coûts sont plus chers. Et donc du coup, nous, dans l'esprit de très relativement local, parce qu'en fait, il y a une demande aujourd'hui. Les gens veulent avoir le data en Suisse, ils veulent avoir une souveraineté des data et les avoir dans le pays. On a eu tout un tas de choses. Si on prend depuis 2008, il y a beaucoup alors le milieu bancaire, c'est encore plus complexe, mais il y a beaucoup de gens qui ont rapatrié leurs données parce qu'on a eu tout et rien. On a des gens qui se vendaient des CD entre les pays, entre États même. Donc on ne peut même pas faire forcément confiance aux États quand il y a un peu des histoires de gros sous ou autres. On a eu des gens qui allaient chercher des data niveau des data centers. On a des lois qui sont passées en France où à l'entrée des data centers, ils voulaient mettre on va dire, une sorte d'espion, pour faire simple, où en fait ils pouvaient voir les datas qui passaient. Enfin, il y a tout un tas de lois qui sont passées après ces périodes-là aussi parce que il y avait l'intérêt de voir ce qui se passait. Il y a des fois des intérêts qui sont cachés sous des raisons un peu, on va dire, qui sont plus faciles à faire passer. Les gens vont vous dire, mais c'est pour éviter, je sais pas, par exemple, des choses qui sont horribles comme la pornographie, ce genre de choses-là. Mais en même temps, derrière, il y a souvent des intérêts très business, d'évasion fiscale, de gens de data, etc. Donc, des fois, en voulant faire le bien, les gens, ils installent des niveaux de sécurité qui sont un peu plus élevés. Et vu qu'on ne peut plus faire confiance à ce genre de choses-là, surtout au niveau des datas financières, si je reviens dans ce sujet-là, en fait, les gens maintenant ils se disent, typiquement mes datas financières, j'aimerais qu'elles soient en Suisse. Comme ça, de toute façon, l'État suisse, il va connaître mes informations si je fais de la vraie fraude, on va dire. Et par contre, je n'ai pas des boîtes étrangères qui peuvent aller, ou des gouvernements, ou des agences de gouvernement qui peuvent aller récupérer mes datas sans que je le sache derrière. Donc, tu l'as dit, il y a peu de souveraineté informatique ou souveraineté des données en Suisse. Ouais. Ça veut dire, pour expliquer, ça veut dire que les entreprises ont le choix d'héberger leurs données en Suisse ou à l'étranger. Tu l'as dit, il y a une grosse question de coût, des fois il y a des questions politiques. Tout à fait. Est-ce qu'au niveau sécuritaire, il y a une différence? Parce que on connaît la qualité suisse dans toute l'industrie qu'on a en Suisse. Est-ce que ça vaut pour les data centers en Suisse? Est-ce que les data centers en Suisse sont plus sûrs que ceux à l'étranger? Est-ce que si je stocke mes données dans une entreprise en Suisse, elles seront plus sûres que si je les stocke chez Amazon ou chez Google? Alors, la partie, je dirais, accès physique, genre de choses-là, il y a un peu tout et rien qui peut être possible, mais on va dire les data centers, en termes de bâtiments, c'est normé dans le monde. Au niveau de la partie, on va dire, souveraineté et qualité, je dirais que on a la chance d'avoir un haut niveau de formation en Suisse, des gens très compétents. Mais après, je ne pense pas qu'on peut dire que forcément un ingénieur formé en Suisse est plus compétent qu'un ingénieur formé aux États-Unis ou en France ou dans d'autres endroits. C'est comme partout, il y a différents niveaux. C'est plus pour une question de sérieux dans les sociétés, dans les gens qui sont engagés pour faire ça. À mon avis, le plus gros danger aujourd'hui, c'est de vouloir faire ça soi-même quand on a une petite PME en disant j'ai le serveur, je le garde dans le bureau, j'ai un petit truc, quelque chose dans le bureau comme ça. Parce que, en fait. Son NAS dans son bureau, c'est pas la ça devient, à mon avis, c'est un avis un peu personnel sur la question, mais ça devient un peu dangereux parce que. Il y a souvent des failles. Enfin, du coup, si on n'a personne qui s'occupe de l'IT dans l'entreprise, on va dire, donc un peu spécialisé dans ça, c'est là que ça devient facile. C'est pour ça que nous, on a pas mal de travail dans l'hosting, c'est parce qu'en fait, maintenant, les gens se rendent compte que, en fait, il ne faut plus faire ça eux-mêmes, il faut déplacer ça dans des sociétés spécialisées. Non, c'est le travail. C'est, à mon avis, le meilleur moyen de se protéger niveau sécurité et autres. Par contre, c'est un coût. Certaines sociétés décident de faire ça en Suisse, d'autres vont, comme tu as dit, chez Amazon. Là, on arrive sur la partie souveraineté dont on parlait avant. C'est des discussions qui sont complexes, qui ne sont même pas toujours établies au niveau juridique. Mais si tu mets tes données chez, mettons, Amazon, Google ou d'autres, donc ces grosses
entreprises, même si elles ont maintenant construit des data centers en Suisse, c'est pas toujours très clair si elles sont par exemple soumises à un truc qu'on appelle le Cloud Act, qui est un acte que fait passer l'administration, je crois Trump, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, où en fait techniquement qui autorise le gouvernement américain à aller dans toute société ou sous-société qui appartient à une société américaine pour récolter des datas s'ils estiment ça nécessaire. Nous on a choisi de build tout de zéro, c'est-à-dire qu'en fait la seule chose qu'on loue, c'est des mètres carrés d'électricité et de la climatisation. Les serveurs, le matériel, tout est à nous, uniquement géré par nous, uniquement accessible par nous. Donc du coup, quand moi j'ai dit à un client, on peut vous assurer que si vous nous faites confiance, nous, on a l'accès 100% à vos données, enfin la gestion 100% à vos données, personne d'autre pourra accéder, le gouvernement, etc., sauf, ça veut dire, sous mandat peut-être d'un juge, ça, c'est toujours nouveau, il peut venir dans vos bureaux aussi, en Suisse. Et donc du coup, à ce niveau-là, on a vraiment la main entière sur les données, nous ou le client, si le client veut gérer lui-même des choses. Et donc du coup, on peut vraiment garantir ça. Chez Google, j'ai toujours eu du mal à avoir des réponses claires à ça. Là, c'est toujours une question de c'est toujours un peu flou. Donc voilà, maintenant, beaucoup de gens décident, en Suisse, de ce que je vois dans des clients qui nous approchent, nous, en disant je veux plus aller dans du cloud public. Donc, c'est des entreprises privées, mais ce serait plus le cloud public, ce sera plutôt du Google, du Amazon, du Microsoft. Et je veux aller ici. Il y a aussi des questions de coûts cachés, parce qu'en fait, ils sont plus de moyens de marketing que des entreprises comme nous, où en fait, des fois, on arrive avec des coûts au début qui sont très intéressants, mais en fait, il y a beaucoup de coûts cachés. Du coup, on va dire, mais en fait, il faut payer le trafic. Tu veux restaurer un backup, en fait, il y a tant de francs par giga. Tu veux ça, tu veux ça. Tellement que, on a discuté avec certains clients, ils ont voulu faire des comparatifs, que certains clients, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont dû engager des sociétés qui sont expertes en quel type de machine il faut prendre, quel coût il faut faire pour économiser au maximum. Donc maintenant, il vous faut presque engager un intermédiaire ou un consultant pour savoir quelle machine, quelle configuration il faut prendre pour optimiser vos coûts chez AWS, si vous avez des grosses infrastructures. Tu l'as rapidement mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai que maintenant, la sécurité informatique, c'est devenu un vrai poste de dépense pour les PME, pour les entreprises de manière générale, mais pour les PME aussi. Avant, c'était peut-être, ça venait en second rôle. Maintenant, c'est clairement un investissement qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup investir pour sécuriser ces données en Suisse? Mon feeling, c'est que c'est proportionnel à la taille de l'entreprise. Donc ça scale, il y a peut-être un peu des petits escaliers, mais ça scale assez bien. Une entreprise qui a beaucoup de data, on a par exemple certains clients pour qui on gère peut-être 1500 serveurs virtuels, donc c'est beaucoup de data, ils sont dans plusieurs data centers, etc., c'est beaucoup de serveurs. Là, oui, parce qu'ils auront besoin de beaucoup de bandes passantes, etc. Si on pense à des attaques, comme par exemple des attaques de déni de service, qu'on appelle des DDoS, là, littéralement, la bande passante que vous voulez protéger coûte des francs. Il y a une corrélation directe. Donc, plus vous avez de bandes passantes que vous voulez protéger, plus vous avez envie de protéger ça. Il y a aussi une question de taille d'entreprise. Ça reste plus intéressant des fois d'aller peut-être attaquer une entreprise qui a plus de data, qui est plus grande, qui est du coup un gros groupe, etc., ou une commune, ou par exemple une confédération, un État, que d'aller peut-être attaquer une petite entreprise d'une PME de 20 personnes. Alors ça dépend du business de cette PME, mais cette PME, c'est une PME dans le milieu vie finance qui est genre pour peut-être plusieurs milliards d'actifs, là ça peut être intéressant. Mais voilà, mais du coup, je pense que ces dépenses sont vraiment liées quand même à ça. Et à mon avis, comme tu disais, j'ai vu comme un changement ces dernières années avec toutes ces attaques qu'on voit partout. Les gens commencent à avoir le déclic de en fait, il faudrait peut-être que je fasse les choses proprement. C'est plus une option, quoi. Ça devient moins une option. C'est pas encore le cas partout. Il y a des gens qui ont plus de moyens pour directement du jour au lendemain se dire en fait, je vais peut-être investir quelques centaines de milliers de francs dans la sécurisation de mes données. Par contre, pour une petite PME, ça devient plus des questions. Mais là aussi, on a pas mal d'acteurs. Nous, on en est un où on est plus spécialisé. Peut-être nos clients sont plus des moyennes ou grandes structures. On va dire, quand c'est de l'hébergement dédié, ce sera plutôt des grandes structures qui ont un peu plus de moyens, parce qu'on va faire du sur-mesure vraiment. Quand on a certains produits aussi qu'on vend qui sont l'hébergement de certains logiciels spécialisés, où là on arrive à réduire les coûts parce qu'on peut faire de l'échelle. Mais après, il y a pas mal dans le tissu suisse, de sociétés suisses, on va dire, de gens qui font différentes choses. Si vous voulez héberger aujourd'hui du WordPress ou ce genre de choses-là, ou des applications assez simples, ou même des datas sur un NAS, ce genre de choses-là, il y a des sociétés en Suisse qui proposent ça en étant en Suisse, souveraineté suisse, mais qui gèrent la partie sécurité, une partie pour vous. Donc, à mon avis, professionnel à des coûts vraiment abordables. Donc, ça dépend, mais à mon avis, c'est vraiment une chose où les gens doivent se soucier aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un pôle où il faut faire des économies. Parce que sinon, on va le payer souvent pas mal plus cher dans d'autres choses, peut-être en assurance, en couverture de communication s'il y a un scandale, ce genre de choses-là. Après, personne n'est à l'abri. La sécurité, le risque zéro n'existe pas, comme dans tout dans la vie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas garantir. Je dis souvent aux gens qu'un de mes cours de sécurité à l'université, le prof, au premier cours qu'il avait dit,
enfin, qui avait donné, pardon, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Il a dit, il faut partir du principe que la sécurité en informatique, ça n'existe pas. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous, ou qui a plus d'intérêt que vous, ou plus de moyens que vous pour faire quelque chose. Il y aura tout le temps quelqu'un de meilleur. Comme toujours, hein, vous mettez un coffre-fort, il y a peut-être toujours une personne qui arrivera à le contourner, une sécurité dessus. Et donc du coup, le but, c'est que c'est plutôt une lutte sans fin pour essayer d'être le plus en avance, et en tout cas d'éviter de se faire voir par des choses simples et bêtes, c'est-à-dire être à jour, avoir des équipes, on va dire aussi dédiées à ça. Comme je dis, il y a deux types principaux que je vois, je dirais. C'est une où en fait on va faire en sorte que le service d'une entreprise soit down. On a eu récemment une entreprise qui fait de la comptabilité en ligne qui a eu ça pendant tout un week-end. Et ensuite, il y a plus quelque chose qui est la partie vol de données, c'est ça dont tu parlais je pense un peu plus au début, où là on a tout vu, on a vu des communes, à la confédération, à des polices, à des petites entreprises, des grosses entreprises. Il y a aussi la valeur d'une data, on peut acheter des bases de données, différentes choses. Aujourd'hui des adresses email ça vaut plus grand chose. Par contre il y a des choses qui valent plus cher, des données d'un passeport ça vaut plus cher, ça peut déjà commencer à valoir peut-être $100, entre 50 et $100 le scan. Et en fait c'est souvent des petites bases de données qui sont vendues, donc où on a 10 000 personnes. Mais en fait, ce qui est intéressant pour les gens, c'est comment exploiter ces données. Parce que vous vous dites, ok, ils ont piraté les données de ma commune, tu arrives à faire ça, à avoir ces données-là, de faire après des choses très locales au niveau de l'exploitation. En fait, faire du phishing, ça devient facile. Parce que moi, si j'ai pas mal de données sur toi, si je t'envoie un mail un peu, donc ce qu'on appelle du phishing ou du hameçonnage en français, si je t'envoie un mail un peu du coup très personnalisé en disant ah salut machin, en mettant du contexte parce que j'ai en fait volé tes données, tu vas beaucoup plus facilement répondre à mon mail en disant ah mais c'est sûrement un truc vrai. Et en fait là, ça devient intéressant de pouvoir exploiter les données personnelles des gens parce qu'en fait, en ayant plus de data sur quelqu'un, tu vas plus facilement pouvoir le piéger. Ce que tu dis aussi, c'est que l'humain, c'est une des failles dans nos systèmes de sécurité. C'est une parfaite transition. On parle de sécuriser les données, que les serveurs sont en Suisse, que les personnes qui travaillent à l'entretien de ces serveurs soient qualifiées. Mais l'humain lambda, comme moi, qui travaille dans un bureau et qui reçoit un mail, ça sera peut-être lui la porte d'entrée du pirate. Et c'est souvent ça. Si tu regardes les cas qui pas mal dans la presse, on va dire, c'est souvent des choses qui sont passées par ça, il suffit des fois d'un employé. Alors ça, il y a deux aspects. Il y a l'aspect quand même formation. Beaucoup d'entreprises, tu disais avant, est-ce qu'elles investissent? Des fois, elles devraient aussi peut-être investir bêtement en organisant 1 ou 2 fois par année un training où genre, il y a un rappel. Ça prend peut-être 1 heure de 60 employés, qui a un certain coût, mais qui a aussi un apport, c'est que tu rappelles toutes les règles, tu redonnes des exemples, tu redis ce quoi il faut faire attention. Et à mon avis, ça c'est essentiel, c'est un coût qui est essentiel. C'est jamais mal de rappeler. En fait, ça va te mettre un peu certains réflexes. Et ensuite, il y a ce que tu fais aussi pour faciliter ça. Il faut arriver à trouver un équilibre en mettant pas trop de sécurité, parce que sinon ton employé va finir par marquer son mot de passe sur un post-it parce qu'il n'arrive plus à s'en rappeler. Ou voilà, on a tous envie de travailler de manière efficace, donc si on met trop de contraintes, les gens vont vouloir les contourner par habitude, par efficacité des fois, ou par flemme. Mais du coup, il faut réussir à trouver des équilibres. Aujourd'hui, ça existe, tu te mets un peu à jour. Mais c'est des choses qu'on encourage aussi nos clients à déployer. Nous, on décide de les mettre partout. Mais après, tu peux faire ça au moins pour par exemple, ton personnel technique. Parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a 2 niveaux. Si, par exemple, j'envoie un mail de phishing à toi qui est entré dans le marketing chez Abacus, si les choses ont bien segmenté côté de l'entreprise, je vais peut-être moins pouvoir accéder à des choses que si j'envoie un mail de phishing à un ingénieur réseau ou système chez nous et que derrière, en fait, lui, il accède à pas mal de choses. Et nouveau, même dans ces ingénieurs-là, eux, ils ont 2 niveaux de sécurité en plus qui doivent passer pour pouvoir se connecter, ne serait-ce que sur un serveur d'un client. Donc il y a aussi la façon dont tu gères ces accès-là. Il faut que tes ingénieurs, ils aient quand même quelques contraintes, accéder au système pour pas que le bête mail de phishing et autres puissent en fait trouver un chemin facilement. Ouais, ce que tu dis, c'est que moi, par exemple, au marketing, je n'ai pas accès aux données financières de mon entreprise. Par exemple. Du coup, si on m'attaque moi, ils seront limités dans les données qu'ils pourront peut-être obtenir. C'est bien fait le design dans ton entreprise. Ouais. Parce que si inversement, sans le savoir, en fait, ton ordinateur a accès à un tas de choses auxquelles il ne devrait pas avoir accès, sans que toi tu sois au courant même que tu avais accès à ça, des gens peuvent trouver un chemin pour accéder à des choses. Il faut faire attention, je pense, qui a accès à quoi. Des fois, la simplicité veut qu'on donne assez vite accès à tout le monde. C'est un équilibre qui pour moi est très complexe à gérer, où il faut arriver à trouver quelque chose qui soit facile d'accès, pas trop contraignant, assez contraignant pour que ça empêche les gens qui veulent faire des choses mal, mais que l'utilisateur il comprenne pourquoi il doit faire cet effort-là derrière, et qui du coup passe par de la formation. Pour terminer, il y a une question que j'aime bien poser. On connaît aujourd'hui l'impact écologique du numérique. Oui. Avec ton entreprise, vous gérez des centres de données. Oui. C'est quoi ton avis sur la question? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites actuellement pour améliorer ça? Alors, c'est une question un peu assez complexe, mais
Disons que nous, on ne gère pas directement des centres de données, donc on loue de l'espace, parce Ouais. qu'un data center, ça coûte pas mal de millions à construire et c'est un métier qui est spécifique. Par contre, ces data centers, maintenant, sont aussi, de ce que j'ai pu un peu lire, soumis à des normes. Donc, certains vont utiliser plus d'électricité, on va dire, verte, donc via des énergies renouvelables, etc. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut se renseigner dans ce qu'on fait. Je dirais qu'aussi, de ce que je vois, les composants électroniques maintenant sont plus optimisés pour consommer moins, pour une puissance équivalente, voire même plus grande. En fait, c'est des choses qui vont un peu dans le bon sens. Beaucoup de recherche est faite. Aujourd'hui, ils ont un intérêt, les fabricants, à faire des serveurs qui consomment moins, etc. Parce que c'est un argument marketing. Si vous pouvez dire que votre serveur il consomme 2 fois moins que votre processeur consomme 2 fois moins qu'un concurrent pour une puissance équivalente, les gens ils vont aller derrière parce que il y a un intérêt derrière. Donc il y a des choses qui se font. Après, la question générale, on peut dire de l'écologie par rapport à la numérisation, c'est quelque chose qui est complexe. Moi, je vois 2 aspects. Il y en a un dans le fait d'être, on va dire, smart au niveau de ce qu'on fait du matériel. Parce qu'il y a 2 aspects, il y a consommation d'électricité, etc., dont on parle beaucoup. Et aussi, peut-être pas changer les iPads tous les 2 ans parce qu'ils sont plus sous garantie, mais les garder le plus longtemps tant qu'ils sont viables. Les ordinateurs, la même chose. Les serveurs aussi. Maintenant, la partie consommation d'énergie, ces centres de données consomment beaucoup de ressources, surtout électriques. Après, nouveau, même dans ceci, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a le classique, c'est le centre de données classique, où vous avez de la climatisation très puissante, très gourmande, et puis voilà, on balance de l'air frais dans les serveurs pour qu'ils refroidissent. Il y a des choses qui sont maintenant, l'EPFL a pas mal avancé sur ça, dans ces infrastructures à elles. Beaucoup de data centers s'y mettent aussi, ce qu'on appelle du water cooling. On prend de l'eau fraîche, ou d'un lac, d'une rivière, etc. On l'injecte dans des tuyaux qui passent à travers les serveurs. En fait, c'est un système qui est connu depuis très longtemps, le water cooling. Et en fait, ou dans le rack même en lui-même. Et en fait, la chaleur, cette eau refroidit l'air qui passe dans le rack, et donc du coup, ou les composants, et du coup, peut être récupéré. Et en fait, après l'eau chaude, on peut la réutiliser pour chauffer un bâtiment ou peut faire autre chose, ce qui est déjà beaucoup mieux au niveau cycle énergétique. Ouais. On sait que c'est un problème, on sait que tout va se numériser, on sait qu'il y aura de plus en plus de data. Et donc du coup, il y a aussi des choses qui sont faites dans ce domaine-là. Et je dirais peut-être une petite chose que je vois beaucoup dans ma vie de tous les jours, c'est de dire, voilà, un PDF que vous scannez dans votre imprimante, il n'y a pas forcément une facture besoin de la scanner en 800 dpi sans compresser, avec des images derrière, etc. Ou votre document PDF, un petit document PDF va faire peut-être 15 mégas, ou du coup, dès que vous en avez 100, ça commence à prendre vraiment une grande place. Et en fait, on peut peut-être le compresser pour qu'il prenne genre, je sais pas, 100 kilooctets. Donc on a divisé de beaucoup la place que ça prend. Et du coup, en fait, on va moins consommer de disques durs, moins de ressources, moins d'énergie. Ouais, donc c'est vraiment dans tous les maillons de la chaîne qu'il y a encore certainement des améliorations à mon faire. Avis, oui. Alors c'est un peu simpliste, nous, je ne suis pas expert dans le domaine, mais je vois des petites choses, des fois on peut faire des efforts. On va avoir des choses encore pour améliorer tout ça. Ah oui, ça on a de la marge, je pense. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup Yann d'être venu partager un Spritz et ton avis avec nous. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode autour d'un Spritz.